vous parler d'un outil qui est utilisé dans le cadre d'une thèse de Chin, qui est d'utiliser un jumeau numérique pour une optimisation des méthodes d'inventaire par des simulations à grande échelle. Donc on a de plus en plus de nouvelles données, que ce soit LIDAR, satellite et compagnie, donc le LIDAR haute densité par exemple aussi. Et puis notre capacité de traiter aussi ces données sont en plein essor. Donc ça nous donne un nouveau potentiel d'utilisation pour faire des jumeaux numériques. Pourquoi faire des jumeaux numériques? Pour synthétiser nos connaissances quantitatives de l'arbre jusqu'à la forêt à toutes les échelles spatiales. Et puis aussi pour servir de support à l'apprentissage de nouvelles méthodes d'échantillonnage. C'est principalement l'intérêt pour nous en termes d'études. Pardon. Donc, en résumé, l'objectif, c'est de créer un jumeau numérique qui conserve les propriétés fondamentales à plusieurs échelles spatiales, qui va de l'arbre avec une diversité d'espèces, de tailles, de structures verticales, structures horizontales, et puis aussi en termes de paysage. Donc comment on a fait? On a rassemblé, fusionné des données sur différents niveaux de complexité. On a utilisé une méthode qu'on utilise beaucoup au LIF, qui est l'inventaire forestier multisource. On a également utilisé la BD Forêt. Et puis on a fait un emploi important d'algorithmes d'apprentissage. Et en résumé, c'est la diapo qui résume tout. Finalement, à partir des données de l'inventaire forestier, on en arrive à produire un inventaire multisource. On a des polygones associés à la BD Forêt. On a une plateforme de simulation qui est CAPSIS. On mélange tout. On essaie d'avoir le réalisme le plus grand, mais on est intéressé aussi par de la stochasticité pour finalement explorer plus large qu'une réalisation fixe de la réalité. Donc on joue sur les mélanges des structures, on fait des événements rares pour finalement étudier des différentes méthodes d'inventaire pour finalement après peut-être avoir une rétroaction sur les méthodes utilisées par la suite. Donc l'inventaire multisource, vous êtes probablement au courant ou pas, mais voilà, c'est en résumé. Il y a une thèse au LIF qui est celle d'Ankit Sagar qui est dans la salle, qui est financée par le projet Impact DeepSurf, où finalement en résumé, on a un inventaire de terrain qui sont les placettes, là on voit à gauche. On a donc on résume en attributs, soit de surface terrière, de volume de bois, des choses comme ça. On a par exemple un nuage de points 3D qu'on se trouve à intersecter avec le terrain pour produire un modèle prédictif. Après, on a aussi l'information de cette variable auxiliaire qui nous permet de faire des cartes d'attributs forestiers. Ces cartes, après, peuvent se rejoindre au niveau de l'inférence, mais nous, dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse pour les méthodes d'inventaire, c'est que la partie carte d'attributs forestiers. En fin de compte, avec la BD Forêt, on a de la localisation, on a des polygones, on a une information terrain en termes de densité de tige, de surface terrière, de distribution de diamètre. Si on est intéressé à inclure de la dynamique là-dedans, il faut inclure également une information sur la fertilité de la zone qui nous intéresse. Et comme je vous disais, on est intéressé d'introduire de la stochasticité pour avoir finalement pas juste un jumeau numérique, mais plusieurs jumeaux numériques en réalité pour notre étude.
En fin de compte, la plateforme CAP6, c'est une plateforme qui a été initialement développée pour la simulation et la croissance et la dynamique forestière. Ça a été développé à l'INRA, ça fait un petit moment. Et vous avez un peu une représentation de ce que... Il y a un nouveau module qui s'appelle CIDI2, ça veut dire sylviculture et dynamique forestière. Et nous, on se trouve à utiliser que la partie de génération de peuplement de ce module. Et par polygone, on se trouve à générer des peuplements artificiels comme ça. Donc on a appliqué ça à partir de la thèse d'Ankit sur une zone qui a été volée au LIDAR par l'IGN en 2020. Cette zone, elle couvre 3600 km², ça représente environ 13 000 polygones, 150 000 hectares de forêt, c'est presque 300 millions d'arbres. Et dans cette zone, il y a aussi eu des épidémies de scolites et des dépérissements de hêtres, entre autres. Donc les changements climatiques ont un impact aussi sur un aspect dynamique de ces choses-là. Bon, c'est pas pour alourdir les choses, mais bon, le cœur de la thèse de Chin, c'est à peu près ça, c'est de voir finalement, elle est cofinancée par le LabEx Arbre, mais aussi par l'IGN, et donc finalement, c'est d'étudier différentes méthodes d'estimation. Soit ici, on a une post-stratification, on a le total en haut et la variance en bas, mais il y a différentes méthodes d'échantillonnage qui peuvent être étudiées et c'est tout l'intérêt d'avoir des jumeaux numériques finalement. Donc en résumé, on évalue la perspective, on évalue la performance de différents designs d'inventaire, on évalue l'efficacité de ces différents designs. Et puis après, si on veut quand même penser à aller plus loin, un jumeau, on pourrait simuler des acquisitions aussi sur des peuplements artificiels. On peut penser au lancement de rayons là, avec le transfert radiatif d'ARC, par exemple, pour finalement améliorer les modèles qu'on peut faire à partir de ces sources d'informations. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de modèle générique qui nous permettrait d'avoir une robustesse dans différents cas d'acquisition, par exemple. Et puis, on peut penser aussi à inclure une dimension temporelle, de faire pousser les arbres avec les modèles qu'on connaît, avec les limites aussi des modèles qu'on connaît, parce qu'on n'a pas tous les modèles qui correspondent à toutes les essences et tous les types de peuplement. Et puis aussi, dans le temps, si on a différentes photos et on a des modèles, on peut voir finalement si on fait pousser nos trucs et puis que ça ne correspond pas à la photo d'après, on peut penser à une amélioration des modèles. Voilà. Donc, c'était en 2 mots ce qu'on fait sur les jumeaux numériques à Nancy. Et je vous remercie. Puis j'ai mis aussi dans les trucs les différentes publications, si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. On a gagné du temps, mais je pense que vu le programme d'après, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette intervention ou sur ses applications potentielles ? Oui, merci. Dominique de France, je représente France-Sylva, le syndicat des propriétaires forestiers privés d'Île-de-France et aussi national. Bon, tout d'abord, je voudrais souligner l'apport considérable de l'intégration de l'inventaire forestier à l'IGN. Il y a eu un bond en avant formidable. Alors, on a une connaissance du terrain nettement améliorée, mais ce que vous venez de nous expliquer ouvre des perspectives et même de la prospective. Nous savons tous le débat émotionnel, sociétal sur la forêt. Il y en a plein les colonnes, plein les ondes, plein les écrans actuellement. Et on a perdu, je pense, un peu,
on n'arrive pas à remettre de la rationalité. Donc, est-ce qu'avec ces jumeaux, on pourrait, par exemple, faire de la prospection de ce que donnerait une forêt non gérée, de ce que produirait des essences nouvelles qu'on veut faire progresser très rapidement du Midi vers le nord. Bon, peut-être qu'on aura du pain d'Alep avant la fin du siècle ici en Île-de-France, de manière à ce que nos concitoyens, ils ont le droit d'avoir de l'émotion par rapport aux arbres, à la forêt, mais ils ne peuvent pas se départir d'une certaine rationalité. Donc, est-ce que dans les travaux que vous allez conduire, dans les publications de cette maison, on va aller au-delà de l'inventaire qui est une représentation statique de l'état actuel vers beaucoup plus de prospective grâce à ces outils? Je pense que la question centrale qui est associée à votre question, c'est la modélisation et les données qui permettent cette modélisation. Jusqu'à présent, on a beaucoup de modèles de forêts régulières et l'impact des changements climatiques, des choses comme ça, est un peu difficilement quantifié dans ces modèles. Et il y a des aspects comme la régénération. Si on veut faire pousser une forêt sur 100 ans, le CAP6 réussit à le faire. Sauf qu'on est quand même limité par les modèles qu'on a actuellement. Donc, finalement, si on veut aller plus loin, dépasser toutes ces limites, il faut acquérir des données et pas se gêner d'en acquérir et développer des modèles qui toucheraient les différents aspects de la forêt, les forêts mélangées, les forêts régulières. Il y a beaucoup de travail de modélisation qu'on ne mentionne pas, mais je pense qu'il reste à faire, quoi. Il y a la thèse de Timothée qui est un peu dans cette direction-là. Je pense qu'il y a... Mais bon, je suis peut-être biaisé, mais je pense que si on veut des bons modèles qui nous expliquent bien la réalité de demain, il faut prendre ça au sérieux, quoi. Merci pour cette présentation très intéressante. J'ai une question, moi. Est-ce qu'on peut imaginer utiliser ce jumeau de la forêt pour le coupler avec des modèles sociaux, par exemple de fréquentation des randonneurs ou impact d'une compétition sportive? Par exemple, après le confinement, ils ont ouvert la forêt, tout le monde y allait d'un coup. On peut regarder l'impact que ça a, des choses comme ça. Probablement. Moi, je ne suis pas trop spécialisé là-dedans, mais en fin de compte, on a un truc relativement réaliste maintenant, puis on a les outils qui permettent de jouer là-dessus. Je vous remercie pour votre prestation. Claude Foulon, Association Environnement et Santé du Vivant. Comme vous avez évoqué les rivières, il se trouve que nous, on s'occupe de l'eau et des perturbateurs endocriniens piégés dans les sédiments. Je voudrais savoir si vous travaillez aussi sur la rhizosphère, tout ce qui est racinaire, parce que dans notre projet, on voudrait un peu s'intéresser aux bactéries, aux champignons de toute cette rhizosphère. Je voudrais avoir votre avis. Vous en êtes sur le plan scientifique. À l'INRA de Champenoux, il y a tout un groupe de mycologues, de chercheurs en champignons. L'absorption de perturbateurs, je ne sais pas, mais je pense que moi, je botte en touche. Il faudrait contacter les Champenoux pour ça. Le projet de Deep Surf qui a été évoqué, c'est un projet qui est plus large que ce qu'on fait nous, dans lequel il y a l'INRAE, qui travaille effectivement sur, pas uniquement l'arbre, mais son interaction avec le sol, qui est racinaire, pour être capable de modéliser la question de l'absorption du CO2 également, et les questions hydriques, etc. Donc il y a des travaux là-dessus, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, mais
il y a des travaux qui sont là-dessus, dans lesquels l'hygiène interagit, mais qui sont des travaux qui sont plus largement immatériels. Bonjour, Manuel Fulcheron, responsable forêt à l'IGN. J'ai une question-remarque, mais qui traverse un peu les trois interventions de ce matin, où on a dit qu'il fallait modéliser des processus de manière dynamique, et certains processus qui peuvent être des moteurs, et en quelques minutes, ils bougent, et on peut vérifier que le modèle fonctionne ou pas, ou la formation d'un bouchon. En quelques dizaines de minutes, on va voir s'il fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, la prédiction. On va même voir les interactions, les rétroactions négatives, etc. Et il me semble que sur des processus beaucoup plus longs, comme la forêt, ou même on peut parler je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste des jumeaux numériques, mais est-ce que les modèles que produit le GIEC, on peut les associer d'une certaine façon à un jumeau numérique du climat de la Terre? Et il me semble que la partie ou la part faite à la sociologie dans les trois présentations, dans les travaux de recherche actuels, est beaucoup trop faible. Alors c'est peut-être la maturité de la discipline qui est trop pas avancée, hein, pour mesurer et quantifier et même donner des indications aux gestionnaires, aux producteurs d'information que nous sommes, sur comment on fait cet équilibre entre précision et certitude des modèles qui a été évoqué, versus crédibilité. Parce qu'à la fin, si on veut aider l'adaptation de l'affrontement climatique, aujourd'hui, c'est l'adaptation, l'atténuation, et c'est aussi l'acceptation. Ça a été dit par le monsieur de la forêt privée. On ne peut pas tout faire, il faut que ça soit accepté ou acceptable par la société. Et donc, on peut se baser sur des modèles, mais il faut qu'il soit crédible. Et quand le retour sur la crédibilité du modèle, il prend 100 ou 150 ans ou 200 ans, comment on fait, quoi? Où placer la barre? Comment on construit ces jumeaux-là? Il me semble que la sociologie pourrait nous apporter plus, mais ça va peut-être être évoqué dans la suite de la journée. Je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a un PEPR forêt actuellement qui est en route, et dans le cadre de ce gros projet, il y a une part écologie sociale qui représente un bon morceau de ce qui sera fait. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter là-dessus. Désolé. C'était un complément de réponse, pardon, parce que, mais c'est même pas une réponse sur le métier hygiène, où je peux, sur le couplage de modèles de simulation et l'intégration des connaissances des sciences sociales, sur lequel Juste répondrait mieux que moi, mais c'était plutôt sur le débat démocratique et l'engagement des citoyens dans ce débat, et du coup dans le fait aussi de reprendre un peu la main sur l'impact qu'on veut avoir sur notre monde, et de moins se sentir dépassé et de se projeter. Il y a quelques semaines, le NSG a organisé une conférence cartographie et démocratie à l'ère de l'Anthropocène, où on avait eu un intervenant, Maxime Blondeau, c'était très passionnant, et on lui a posé un peu la question justement dans notre monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour engager les citoyens, et il a dit qu'il croyait beaucoup aux narrations et aux fictions. Alors il a parlé d'Avatar, du film Avatar, et j'ai trouvé que c'était une piste intéressante. Donc c'est pas... Ça répond un peu à moitié, mais c'est de dire que du coup, d'avoir des solutions où à la fois, nous, on pourrait donner des modèles, des fondements scientifiques, mais ensuite, il faut aussi donner la main à des créatifs qui savent se projeter, qui savent avoir et qui savent créer des visions sensibles, en fait, qui interpellent les gens. Pour se projeter sur l'avenir, en fait, pour se dire, voilà vers quoi on veut aller, et ne plus... Voilà. Et juste pour ajouter un point sur l'histoire de la socio, c'est exactement mon message, on a besoin de beaucoup plus de sciences humaines et de sociologie. Et il faut aussi avoir en tête les fonctions des modèles. Les modèles ne sont pas toujours prédictifs, et nous, ce qu'on fait sur le temps long, c'est en général pas prédictif, on ne prétend pas que c'est prédictif, c'est beaucoup plus prospectif, explicatif. Voilà. Il faut avoir en tête les différentes fonctions des modèles.
Alors, c'est un débat intéressant. On va reprendre une dernière question, sinon on va complètement déborder sur les pitchs et les posters. Oui, bah justement, moi je vais revenir sur le sujet de la présentation. Donc moi, Sophie Barré, Labo des paysages, je suis aussi vice-présidente de l'association Arbre, et je fais des modèles numériques de paysages depuis 20 ans, avec AMAP notamment dans les années 2000, avec Philippe Thébault, on était partenaire de l'IGN. Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, et moi, en tant que paysagiste et consultante qui fait des maquettes, je me dis, je n'ai pas de base de données numériques d'arbres isolés. Là, vous parlez des forêts, c'est très bien. On trouve il y a des techniques aussi. J'avais vu la thèse de Corinna Jovan. On avait fait des applications de la thèse de Corinna Jovan de l'IGN pour identifier les arbres isolés, les extraire des MNS pour en faire des cartographies d'arbres et après les mettre sur les maquettes. Donc ça, c'était très intéressant, mais ça n'a pas été diffusé dans la société civile, auprès des entrepreneurs, auprès des maîtrises d'œuvres, des maîtrises d'ouvrages qui font les projets et qui font la ville. Et donc je me pose la question, là on parle des forêts et des groupements d'arbres et de la recherche, mais quid des applications et de la mise en commun des bases de données arbres isolés, bocage, arbres en ville. Merci. Merci pour cette question. En tout cas, il y a cette possibilité-là maintenant d'avoir ces informations. Après, je ne suis pas au courant des distributions de ces informations, d'arbres. Je suis au courant d'un truc qui est fait au Canada, c'est, il y a, je ne sais pas son prénom, mais Côté, où finalement, à partir de lidar terrestre, ils ont un dictionnaire d'arbres, et il est possible, je ne sais pas si c'est un peu l'intérêt que vous aviez, mais de prendre ce dictionnaire d'arbres et puis de le mettre en ville ou à l'endroit que ça vous correspond. Et donc, l'extraction d'arbres et la définition d'espèces a déjà été essayée, mais c'est pas assez précis si on n'a pas des bonnes images PIR avec une bonne qualité colorimétrique. Donc c'est pas encore le point. Mais sans aller jusqu'à l'espèce, au moins la position, la quantification des arbres, c'est hyper important pour faire des évaluations carbone. Et d'évaluation des corridors écologiques aussi. Après, ça dépend de l'échelle, de l'intérêt de l'échelle, et il y a des choses qui sont plus ou moins à des échelles forêt, et puis après des échelles arbres. La biodiversité communale, c'est que des maillages sur 2 km. Enfin voilà, on est dans du maillage, vous voyez, là c'est du maillage carré. Mais quand on est paysagiste, ou quand on veut prescrire, ou quand on travaille pour des villes, qui ne sont pas des sachants, chercheurs, en 3D, etc., il faut quand même qu'on ait de la base de données des communs, que chaque commune mette de l'open data pour avoir ces arbres isolés, ces inventaires, domaine public et privé, partageables. Merci beaucoup.